Chapitre 9. Échange de bons procédés. Les arbres ont beau avoir un grand sens de la communauté et de l'entraide, cela ne suffit pas à garantir la pérennité d'une espèce au sein d'un écosystème forestier. Chacune tente en effet de gagner de la place, d'optimiser ses performances, et ainsi de refouler les autres espèces. Outre l'accès à la lumière, c'est le combat pour l'eau qui va, au final, décider de l'issue de la compétition. Les arbres sont très performants dans l'exploitation des ressources hydriques des sols. Leurs racines et leurs radicelles sont garnies de poils absorbants qui démultiplient la surface en contact avec la terre et permettent ainsi d'aspirer un maximum d'eau. En temps normal, cela suffit à combler les besoins, mais 2 précautions valent mieux qu'une. Cela fait des millions d'années que les arbres, prudents, se sont associés aux champignons. Les champignons sont de curieux organismes. Ils échappent à notre division usuelle du monde vivant en règne animal et règne végétal. Les végétaux, c'est l'une de leurs caractéristiques essentielles, produisent eux-mêmes leur nourriture à partir de matières inanimées. Ils sont donc totalement autonomes. Les animaux, eux, sont contraints de se nourrir d'autres organismes vivants pour survivre. Des végétaux chlorophylliens doivent ainsi s'implanter dans un sol nu et pauvre avant que des animaux puissent y prospérer. Précisons tout de même qu'être brouté par des vaches ou des chevreuils ne plaît ni à l'herbe ni aux jeunes arbustes. La plantule de chêne engloutie par un cerf souffre et meurt, comme souffre et meurt le sanglier égorgé par un loup. Mais revenons aux champignons. Ils se situent quelque part entre les 2 règnes. Leurs parois cellulaires sont constituées de chitine, une substance que l'on ne trouve jamais chez les végétaux et qui les apparenterait plutôt aux insectes. Au surplus, ne réalisant pas la photosynthèse, ils sont, comme les animaux, tributaires des composés organiques produits par les organismes vivants dont ils peuvent se nourrir. Le réseau cotonneux de filaments souterrains qui constitue leur appareil végétatif, le mycélium, ne cesse de s'étendre au fil des années. En Suisse, une armillaire âgée d'environ 1000 ans et dont le mycélium couvre 50 hectares a été découverte. Une autre, dans l'État américain de l'Oregon, présente une superficie de 900 hectares et pèse 600 tonnes pour un âge estimé à 2400 ans. Les champignons sont ainsi les plus grands organismes vivants connus. Ces géants sont toutefois des ennemis des arbres, car leur appétit effréné de tissus comestibles conduit inévitablement à la mort de l'arbre hôte. Intéressons-nous plutôt aux associations champignons-arbres pacifiques. Avec le concours du mycélium d'une espèce qui lui est spécialement adaptée, comme celui du lactaire tranquille pour le chêne, un arbre peut démultiplier la surface utile de ses racines et donc pomper plus d'eau et de nutriments. On observe 2 fois plus d'azote et de phosphore dans les plantes associées à un champignon partenaire que dans celles qui n'ont que leurs seules racines pour capter les ressources du sol. Pour former une association avec une espèce parmi les plus de 1000 existantes, il faut que l'arbre soit très ouvert, au sens figuré comme au sens propre, car les ifs du mycélium se développent à l'intérieur même des fines radicelles. J'ignore si cela est douloureux ou pas, je n'ai pas connaissance d'études sur le sujet, mais attendu que l'arbre est demandeur, je présume que les sensations sont plutôt positives. Quoi qu'il en soit, à partir de là, les 2 partenaires coopèrent. Le champignon non seulement pénètre et enveloppe les racines, mais il développe son réseau de filaments dans le sol alentour. Il s'étend bien au-delà des racines de son hôte pour se mêler aux racines des autres arbres, et il se connecte avec les champignons partenaires et les racines de chaque nouvel arbre rencontré. Il en résulte un vaste réseau au sein duquel les échanges aussi bien de nutriments que d'informations, par exemple sur l'imminence d'une attaque d'insectes, vont bon train. Les champignons sont en quelque sorte l'Internet de la forêt. Un maillage d'une telle efficacité a son prix.
Nous savons que ces organismes vivants qui, en de nombreux points, ressemblent aux animaux, dépendent des substances nutritives fournies par d'autres espèces et doivent puiser dans leur environnement pour s'alimenter. Sans apport de nourriture, ils mourraient tout simplement de faim. Ils exigent donc, en échange de leurs services, que leur arbre partenaire les rétribue sous forme de sucre et de glucides. Et question quantité, ils ne font pas dans la demi-mesure. Réclamer jusqu'à 1/3 de la production ne les effraie pas. Cette relation de dépendance est vitale. Il est donc compréhensible que les champignons ne laissent rien au hasard. Les réseaux ultra fins qui colonisent les racines commencent donc, si l'on peut dire, par observer les pointes des racines à la loupe, histoire de découvrir ce que les extensions souterraines de l'arbre révèlent. S'ils peuvent en tirer avantage, les champignons produisent alors des hormones végétales qui vont réguler la croissance cellulaire de l'arbre dans un sens qui comble leurs intérêts. À cette prestation de base s'ajoute le filtrage gracieux des métaux lourds. Nocifs pour les racines, ils sont peu dommageables pour les champignons. Les polluants exudés réapparaissent chaque automne dans de belles fructifications, parmi lesquelles les cèpes et bolets que nous apprécions tant. Cette dernière spécificité explique que le césium-137, qui contamine les sols depuis la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986, se retrouve principalement dans les champignons. L'offre globale comprend également une prestation prophylactique. Le mycélium repousse toutes les tentatives d'intrusion aussi bien de bactéries que de champignons parasites. Tant que rien ne les perturbe, les champignons peuvent vivre plusieurs centaines d'années au pied de leur arbre. Mais si leurs conditions environnementales se modifient, si des polluants atmosphériques viennent empoisonner l'air, ils meurent. Leur partenaire arbre ne les pleure pas longtemps. Ils misent sans état d'âme sur une autre espèce et un nouvel attelage démarre. Un arbre dispose de plusieurs options de champignons partenaires. Ce n'est que lorsque la dernière disparaît que le vent tourne vraiment pour lui. Les champignons sont plus sélectifs. De nombreuses espèces cherchent elles-mêmes l'arbre qui leur convient, puis une fois leur dévolu jeté sur un individu, elles s'y associent à la vie, à la mort. Ces espèces, qui n'aiment par exemple que les bouleaux ou les mélèzes, sont dites spécialistes d'un hôte. D'autres, comme les girolles, s'accommodent aussi bien des chênes que de hêtres ou d'épicéas. Tout leur va, pourvu qu'elles trouvent une petite place sous terre pour s'installer. Et la concurrence est rude. Rien que dans les forêts de chênes, on peut observer plus de 100 espèces différentes associées aux racines d'un même arbre. Pour le chêne, c'est tout bénéfice, car si une modification des conditions environnementales entraîne la disparition d'un champignon, aussitôt, un nouveau postulant se présente qui tente sa chance. Des scientifiques ont toutefois découvert que les champignons ne vivent pas non plus sans aucune protection. Les réseaux filamenteux se mêlent tous entre eux. Ils ne s'associent pas uniquement entre réseaux d'une même espèce d'arbre. Le carbone radioactif inoculé à un bouleau a ainsi voyagé par le sol et les ramifications fongiques jusqu'à un Douglas voisin. Autant de nombreuses espèces d'arbres semblent à couteau tiré quand il s'agit de défendre leur espace vital, sur terre et sous terre, contre les velléités d'expansion d'espèces ennemies, autant les champignons semblent mesurer. Nous ne savons pas s'ils cherchent réellement à soutenir des arbres hôtes étrangers ou seulement à prêter main forte à des congénères champignons en difficulté, qui feront ensuite bénéficier leurs hôtes de l'aide reçue. Je soupçonne les champignons de penser un peu plus loin que leurs partenaires arbres, qui n'ont de cesse de ferrailler les uns contre les autres. Imaginons que les hêtres de nos forêts remportent toutes les batailles et terminent seuls vainqueurs. Serait-ce réellement une bonne chose ? Que se passerait-il si un nouvel agent pathogène s'abattait sur l'espèce et fauchait les arbres les uns après les autres ? Ne serait-il pas préférable qu'il y ait partage du territoire avec une proportion donnée d'autres espèces ? Des chênes, des érables, des frênes ou des sapins qui continueraient de prospérer et fourniraient l'ombre nécessaire à la germination
et au développement d'une nouvelle génération de êtres. La diversité est une assurance de pérennité. Et comme les champignons sont de leur côté dépendants de la stabilité de leur environnement, si les appétits hégémoniques d'une espèce mettent cette dernière en péril, ils rééquilibrent les forces en aidant les plus faibles afin de les préserver d'une disparition totale. Si le partenariat champignon-arbre traverse une passe difficile, le champignon peut prendre des mesures radicales. Le clitocybe laqué bicolore, l'Acaria bicolore, qui vit en symbiose avec le pin de Weymouth, emploie les grands moyens. Quand l'azote vient à manquer, il émet une substance toxique qui provoque la mort des minuscules animaux qui vivent dans le sol, parmi lesquels des colamboles, dont les cadavres, en se décomposant, libèrent de l'azote et les transforment ainsi, malgré eux, en engrais pour l'arbre et le champignon. Je vous ai présenté les auxiliaires des arbres les plus importants, mais il en existe de nombreux autres. Les pics, par exemple. À vrai dire, les pics ne sont pas de véritables auxiliaires des arbres, mais ils leur rendent parfois de précieux services. Ainsi, quand des scolites attaquent un épicéa, tous les clignotants passent au rouge. Les petits coléoptères se reproduisent à une vitesse telle qu'ils sont capables de tuer un individu en un temps record en dévorant le cambium, un tissu interne aussi vital que fragile, qu'ils atteignent après avoir foré l'écorce. Dès qu'un piquet pêche à vent de l'invasion, il arrive à tire-d'aile. À l'instar du pique-bœuf sur le dos d'un rhinocéros, il monte et descend le long du tronc à la recherche des larves blanches dont il est friand. Pour les extraire, il martèle à coups de bec l'écorce qui vole en éclats autour de lui. La procédure n'est pas très agréable pour l'épicéa, mais elle permet parfois de contenir l'invasion. Et même si l'arbre ne survit pas, ses congénères, eux, seront épargnés car aucun insecte apte au vol n'éclora plus. Mais ne nous y trompons pas, le pic ne se sent aucunement concerné par le bien-être des arbres. Il suffit pour s'en convaincre d'observer les cavités qu'il creuse dans le bois pour héberger ses nichés. Et il n'hésite pas à s'installer dans le tronc d'individus parfaitement sains auxquels il inflige de graves blessures. Alors oui, le pic débarrasse de nombreux arbres de leurs parasites, par exemple les chênes, des larves de bupreste, ou les épicéas, des scolites. Mais il s'agit, en quelque sorte, d'avantages collatéraux fortuitement induits. En période de sécheresse, les buprestes sont un vrai risque pour les arbres en situation de stress hydrique, car ceux-ci ne sont plus en mesure de résister aux assaillants. Le salut peut venir du pyrochre écarlate, un coléoptère aux élytres d'un beau rouge qui, lorsqu'il est adulte, se nourrit de sève et du miella sécrété par les pucerons. Mais sa descendance, qui, elle, est carnassière, trouve la chair nécessaire à son alimentation dans les larves d'insectes qui vivent sous l'écorce des feuillus, comme les buprestes. Plus d'un chêne doit donc sa survie au pyrochre écarlate. Toutefois, l'histoire ne finit pas toujours bien pour ce dernier. En cas de pénurie alimentaire, une fois que tous les rejetons d'insectes étrangers ont été dévorés, ces larves, cannibales à l'occasion, s'attaquent à leurs congénères.